Premièrement, Euh, oui, 5 minutes, 3 à 5 minutes, ça va? ça va, ça va. Premièrement, je voudrais aussi vous remercier pour cette opportunité. Pour ceux qui ne le savent pas, Merci, Oui, Dina. Fidèle. Bonjour, bonsoir à vous toutes et tous. Patrick, Christian, Paul, je suis content d'être avec vous sur ce panel pour pouvoir discuter du contrat racial. Donc, en fait, je suis tombé vraiment par accident sur le contrat racial. Il y a de ça 3 ans maintenant, en 2020. J'étais invité dans le cadre de l'UNESCO à participer à un panel sur l'impact de la COVID sur les communautés racisées. Et puis, je voulais travailler sur le racisme dans le milieu médical d'un point de vue historique. Et donc, je faisais de la recherche sur cette question-là et je suis tombé dans un article sur une simple phrase, le contrat racial de Charles Mills. Et je dis, mais attends, mais je connais le contrat social, mais c'est quoi le contrat racial? Et donc, j'ai commandé le livre et je l'ai lu et j'étais tellement fasciné. C'est comme si chaque paragraphe avait réussi à mettre en mots ce qu'on ressentait, les choses à propos desquelles on lutte, mais il avait pu en donner un cadre conceptuel, finalement, et réussi à conceptualiser nos luttes, nos militances dans un cadre philosophique. Et on pourra parler du contrat racial plus tard, mais comme j'avais écrit à Charles Mills de moment, pour moi, c'est comme s'il avait découvert la théorie du tout concernant les luttes antiracistes. C'est-à-dire il a su rassembler l'histoire, la sociologie, la philosophie, l'économie, tout ça en un ensemble d'analyses antiracistes. Et j'étais vraiment impressionné par cet ouvrage-là. Et ce qui est particulier, c'est que la fin de ma lecture du contrat racial a coïncidé avec l'assassinat de George Floyd aux États-Unis. Je pense peut-être à une semaine d'intervalle, même pas. Et suite à ce meurtre-là, j'ai été invité plusieurs fois dans les médias pour commenter le meurtre et aussi pour commenter tout cet éveil autour du racisme systémique, donc la discussion qui commençait à s'installer dans l'espace public. Et donc, j'ai beaucoup analysé ces questions-là à travers ce que je venais de lire de Charles Mills. Et d'ailleurs, mon père, désormais, une expression, il dit c'est millsien. Quand on parle de manque de représentativité, quand on parle de racisme systémique, quand on parle d'épistémicide, mon père dit toujours c'est millsien. Donc, c'est une lecture vraiment qui change notre manière de voir les choses. Et en le lisant, ben, je me suis dit, mais est-ce que c'est traduit en français, ce livre-là? Et en fouillant rapidement, je me suis rendu compte que ça n'avait jamais été traduit en français. Pourtant, ça a été publié en 1997, jamais traduit en français. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais ça doit vivre en français, ça doit vivre dans nos sphères francophones. On ne peut pas que laisser ça dans la sphère anglo-saxonne. Et donc, je me suis dit, je vais le faire. Si ça n'a jamais été fait en 25 ans, on ne peut pas attendre 25 autres années. Et ça, c'est un peu la folie qui m'habite, c'est-à-dire, je pense à quelque chose, je vais me plonger, sans même trop penser plus loin. Ça, je ne suis pas un traducteur, je ne suis pas un philosophe, mais je me suis dit, ça doit vivre. Bon, je veux dire, je connais l'anglais, je connais le français. Le pan d'histoire qui est raconté, je le connais très bien. Je me suis senti assez outillé pour pouvoir le faire. Mais bien sûr, je n'avais pas les outils philosophiques, surtout en lien avec le vocabulaire. Et donc, j'étais accompagné de deux philosophes, Naima Hamrouni et Rio Wachon. Et elle connaissait Charles Mills, connaissait l'œuvre de Charles Mills. Et donc, j'ai pu rebondir vers elle quand je voulais vérifier tel ou tel concept, comment ça se dit en anglais versus comment ça se dit en français. Et donc, ils m'ont vraiment apporté une aide précieuse. Et c'est comme ça que je me suis attelé à la tâche de traduire une œuvre philosophique, n'étant ni philosophe, ni traducteur. Et à mi-chemin, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et ben, faut comprendre que pour moi, je connaissais pas Charles Mills, je connaissais pas le contrat racial et je croyais un peu traduire une œuvre obscure. Jusqu'à ce que je croise des philosophes et que je leur dis, je traduis le contrat racial de Charles Mills et le visage disait tout. Ils sont comme, oh, pour vrai, t'es en train de faire ça. Oh, wow! Comme ils étaient contents que ça puisse vivre en français, mais j'ai compris l'importance, comme on dit, l'importance du bonhomme et l'importance de l'œuvre à ce moment-là, une fois que j'étais en plein dedans. Et là, j'ai eu un stress. J'ai dit, mais là, je peux
je dois respecter l'œuvre, je dois être en mesure de rendre hommage à cette œuvre-là. Et donc, j'ai vraiment eu un stress, mais un stress que finalement j'ai canalisé pour essayer d'en faire quelque chose de précis et rigoureux. Et donc, j'ai passé au moins 1 an et demi quotidiennement à travailler sur ce texte-là pour m'assurer que je laisse aucune pierre non retournée, comme on dit, et essayer de m'imprégner le plus que je pouvais de cette œuvre-là. Et je dirais, les gens me demandent toujours, mais comment ça a pris 25 ans pour traduire cette œuvre-là? Je dis, ben, c'est en raison du contrat racial. C'est-à-dire, ça a pris un non-philosophe, un non-traducteur pour traduire cette œuvre-là. Et ça, disons que ça veut dire beaucoup de choses, finalement, pour le monde de la philosophie, qui est encore très dominé par la pensée eurocentrée, par la pensée occidentale blanche. Et en fait, le contrat racial, entre autres, comme dit Mills, sous-tend le contrat social. Et donc, le contrat racial est la manière dont on a pu construire le monde moderne avec l'esclavage, avec la colonisation, la manière dont on a déshumanisé les personnes racisées, que l'on a racisées à travers le contrat racial, d'un point de vue capitaliste et pour l'exploitation. C'est-à-dire que le contrat racial est un contrat d'exploitation. Comme le dit Mills, je vais citer, il dit « Le contrat racial est un contrat entre ceux catégorisés comme blancs au détriment des personnes non blanches qui en sont l'objet au lieu d'être le sujet. » Et donc, ce contrat est un contrat d'exploitation, un contrat d'expropriation. On le voit dans les Amériques, on le voit en Océanie, un contrat de colonisation. Donc, on le voit encore dans ces lieux-là. Et c'est un contrat, finalement, qui crée une personnalité morale à 2 vitesses. La personne et la sous-personne. La personne qui a des droits, des privilèges, et la sous-personne qui a moins ou pas de droits, moins ou pas de privilèges, intimement liés à la notion dite de race. Et donc, on va associer le concept de personne au blanc et le concept de sous-personne au non-blanc. Et donc, ça va intimement accompagner la révolution scientifique que les Européens vont vivre au 18e siècle, où avant le 18e siècle, on va associer la civilisation, on va associer le progrès, on va associer l'illumination, disons, à la religion. Donc, ça va être une vision dichotomique du monde d'un point de vue théologique, chrétien versus non-chrétien. Les chrétiens sont les représentants du progrès, de la civilisation, et les non-chrétiens sont ceux qui n'ont pas de civilisation, sont ceux qui sont considérés comme des sauvages ou des barbares. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on amorce la colonisation des Amériques, c'est comme ça qu'on amorce l'esclavage transatlantique. Mais avec la révolution scientifique européenne, on va glisser d'une vision théologique du monde tranquillement vers une vision scientifique ou pseudo-scientifique. C'est à ce moment-là, au 18e siècle, qu'on commence à catégoriser les êtres humains et c'est là que naît la notion de race. Et donc, tranquillement, cette notion qu'on associe au christianisme, le progrès, la civilisation, eh bien, ça va glisser vers un élément dichotomique blanc-non blanc. Les blancs sont le progrès, les blancs sont la civilisation, les non-blancs sont les sauvages, sont les barbares qu'on peut se permettre de coloniser, qu'on peut se permettre de réduire en esclavage. Donc, et ça, ben, c'est un contrat qu'on applique avec la violence et le conditionnement idéologique. Donc, l'esclavage, c'est pour le bien de ces personnes-là. La colonisation en Afrique, c'est une mission civilisatrice. Et donc, je pourrais peut-être arrêter là parce que de toute façon, les autres éléments vont transpirer dans le reste de la conversation, mais je dirais que ce sont vraiment les bases du contrat racial. Oui, ben, brièvement, le métissage... Tu réponds à leur website. OK, d'accord. Oui, donc le métissage, j'ai envie de dire en Occident, la catégorisation se fait d'elle-même à travers la socialisation. C'est-à-dire que tu as beau te poser la question, tu es catégorisé comme étant noir de par ton phénotype. Et donc, il y a un rappeur à la Claire Ensemble, Ken Lo,
qui est métissé aussi, qui a dit une phrase, une fois, ça fait longtemps, dans une de ses chansons. Il dit, désolé maman, mais je suis noir à 51%. C'est-à-dire que le métissage, la manière dont tu es socialisé, tu es perçu comme étant noir, tu es traité comme étant noir. Même si tu es né ici, tu es perçu et traité comme étant un immigrant. Donc, toute ma vie, on m'a posé la question, tu viens d'où? Tu vois? Et donc, pour moi, je me suis toujours identifié plus à mon africanité qu'à ma blancheur, tu sais, ma blancheur génétique. Mais tu vois, quand je vais au Sénégal, bon, on ne m'appelle pas Muzungu, mais on m'appelle Toubab. Ouais, C'est la même chose, c'est blanc en Wolof, tu ouais, c'est vois. ça. Et je suis comme, mais attendez, non. Mais donc c'est ça le métissage finalement. Et je parlais avec quelqu'un qui me disait, tu sais, tu n'es pas 50% de un ou 50% de l'autre, tu es 100% des deux. Et donc, à un moment donné, c'est que le métissage, il y a une intellectualisation qui doit accompagner ça, malheureusement, où est-ce que tu dois réfléchir à ce que tu es et ta place, où tu te situes, tu vois. Et pour moi, dans la vingtaine, j'ai dû me créer cette vision de mon humanité liée à deux cultures. Et de là, justement, est née l'expression Sénékeb, Oh, original, métis, pure laine oh, parce que je suis tout ça à la fois. Et il n'y a pas de guide, il n'y a pas rien pour t'accompagner dans cette réflexion-là quand tu es un jeune garçon, un jeune Afro-Québécois à Limoilou dans les années 80, 90, tu vois. Et donc, c'est à la force de réflexion, de discussion que j'ai pu un peu trouver ce positionnement. Mais c'est pas tout le monde qui s'en sort, tu vois. Il y a des gens qui portent le fardeau longtemps. ouais. Ben, merci déjà pour les bons mots, c'est vraiment apprécié. Merci pour la question aussi. C'est ça qui est particulier, c'est que le contrat racial est toujours d'actualité. Et même encore ce matin, je lisais par rapport à la question en Palestine qu'on vit en ce moment, un rabbin qui disait ces gens sont des animaux, ils n'ont pas besoin d'aide humanitaire. Et donc, le vocabulaire de animaux sauvages, barbares, on le voit encore. Quand on parle des ghettos, qu'on parle de jungle urbaine, comme tu disais, les termes qui sont utilisés même pour les manifestations qu'il y a eu cet été en France, c'est un vocabulaire qui est intimement lié au contrat racial, qui contribue à déshumaniser ces gens-là. Et Mills, ce qu'il dit dans le contrat racial, c'est que ces personnes, de par leur sauvagerie, entre guillemets, rendent l'espace sauvage et l'espace sauvage ensauvagise ces personnes-là. C'est comme si c'est un cercle infini, finalement. Et c'est particulier, puis je ferais peut-être le lien avec une interrogation de Christian un peu plus tôt. Est-ce qu'on dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas nécessairement? Et est-ce qu'il est déterminé ou indéterminé, ce contrat-là? Et ça fait le lien avec ta question, Patrick, aussi, c'est que Mills, ce qu'il dit, c'est que le contrat racial se réécrit. Il y a une réécriture perpétuelle du contrat racial et il s'adapte aux événements. Pour faire le lien aussi avec notre panel d'hier, quand on parlait de décolonialité, la manière dont les gens parlent de décolonisation, d'intersectionnalité, mais sans nécessairement suivre avec des actions, des concepts qui deviennent un peu des slogans, ben c'est ça, c'est que le contrat racial s'adapte aux événements pour recadrer le tout. Et Mills, il divise le contrat racial de point de vue chronologique en deux périodes, deux moments. Le contrat racial de juré et le contrat racial de facto. Le contrat racial de juré, ce serait peut-être depuis environ l'arrivée de Christophe Colomb dans les Amériques jusqu'à la deuxième partie du 20e siècle, où là, la suprématie blanche, elle est pensée, voulue, mise de l'avant, clamée, et on va construire des politiques autour de la suprématie blanche. On pense aux lois Jim Crow aux États-Unis. On pense à nos lois migratoires racistes ici au Canada au début du 20e siècle, où est-ce qu'on empêche l'immigration chinoise, on empêche le droit de vote chinois en 1895. On veut passer des lois pour empêcher l'immigration noire. On veut faire du Canada un pays blanc. Et c'est dit comme ça, c'est pensé, c'est voulu.
la suprématie blanche de jury. Et puis, à la mi du 20e siècle, on commence à dire, hein, ouais, suprématie blanche, on va un peu la reléguer aux marges. Hein, on va mettre ça sur le dos des skinheads, on va mettre ça sur le dos du Ku Klux Klan, on va mettre ça sur le dos des nazis. Hein, ça devient les boucs émissaires sur lesquels on dit, ah, ce sont eux les suprémacistes blancs, et on va l'évacuer de notre manière de voir nos sociétés. Donc, la suprématie blanche, de facto, c'est effacer de la discussion, mais on vit quand même dans l'héritage de la manière dont la société a été construite. Donc, quand on parle de privilèges blancs, quand on parle de racisme systémique, tout ça s'est construit dans la suprématie blanche de juré. Et maintenant, de facto, mais on enlève la suprématie blanche de la discussion, puis on l'envoie aux marges. Donc, au lieu d'être au centre, on l'a repoussé vers les marges. Oui, merci. Il y a beaucoup d'éléments là. Et effectivement, je pense que l'éducation est centrale. Et lié à l'éducation, il y a bien sûr cette diversité culturelle, bien sûr, mais idéologique aussi. Et donc, s'il y a plus de gens qui portent ces visions-là, va permettre de changer la manière de faire l'éducation. Mais ça prend plus de représentativité dans le corps enseignant, plus de représentativité dans la hiérarchie aussi, c'est-à-dire des doyens, des doyennes, etc., de tout au long de la pyramide. Parce que sinon, le système actuel ne fait que se recopier, copy-paste. On copier-coller depuis, depuis des siècles. Et souvent, les gens vont dire, ah, le racisme, c'est un manque d'éducation. Mais il faut se rappeler que ce sont des intellectuels qui ont donné naissance à la notion de race et qui ont porté le racisme. Donc, ce n'est pas qu'une question de manque d'éducation de point de vue académique, mais bien d'éducation, comme tu disais, formelle, non formelle, informelle. Parce qu'il y a un concept que je trouve très important chez Charles Mills, qui nomme l'épistémologie de l'ignorance. La manière dont l'ignorance est construite. Et donc, le contrat racial qui est appliqué par la violence et par le conditionnement idéologique est intimement lié, justement, ou crée du moins cette épistémologie de l'ignorance. Donc, une épistémologie de l'ignorance qui fonctionne de différentes manières, c'est-à-dire que c'est un mécanisme de protection pour les gens du bon côté, en guillemets, du contrat racial, c'est-à-dire que on va se protéger. Montesquieu disait dans De l'esprit des lois, en parlant de l'esclavage, ça c'était au 18e siècle, il écrit ça, je pense que c'était 138 ou 48, il écrit, ces gens, il fallait les déshumaniser, sinon on allait se poser des questions sur notre propre chrétienté. Et aujourd'hui, au 21e siècle, on peut changer chrétienté pour humanité. Et donc, il y a ce mécanisme de protection pour se dire, mais comment est-ce qu'on peut traiter des êtres humains de la même manière, de cette manière-là? Donc, cette déshumanisation-là est extrêmement importante. Et cette épistémologie de l'ignorance permet aussi de créer justement cette altérité-là, de la justifier. C'est tantôt, Christian, quand tu parlais de l'émotion est nègre, c'est Senghor qui dit ça. Léopold Sédar Senghor, qui était grand poète et président du Sénégal, eh bien, est l'un des fondateurs, le cofondateur du mouvement de la négritude avec Aimé Césaire et les sœurs Nardal aussi, il ne faut pas les oublier, des femmes qu'on a expulsées de l'histoire. Eh bien, lui disait justement, l'émotion est nègre et la raison est hellène, grecque, blanche. Et donc, même dans quelqu'un qui porte le mouvement de la négritude, on retrouve cet élément de l'épistémologie de l'ignorance, de cette construction d'une Afrique qui est émotionnelle, d'une Afrique aussi qui n'a pas d'histoire. L'épistémologie de l'ignorance, c'est ça. Quand je parlais de la mission civilisatrice, c'est ça aussi. Et donc, pour contrer cette épistémologie de l'ignorance, ben, on en revient justement à l'éducation. Où est-ce que des thèses comme celle de Charles Mills et bien d'autres gens pourront être mises de l'avant, soit à travers le milieu académique ou en dehors du milieu académique. Ah, et souvent, ce que je dis dans le travail que je fais, pour faire un petit, pour bifurquer, je travaille en histoire afro-québécoise, afro-canadienne,
Et ce que je dis toujours, c'est qu'il faut sortir l'information des livres. Parce qu'il y a des livres qui existent, mais ce n'est pas tout le monde qui a envie de lire. Ce n'est pas tout le monde qui a même cette capacité de lire. Et donc, il faut sortir du cadre littéraire pour amener l'information à travers, que ce soit des pièces de théâtre, des émissions, des podcasts, des murales, des plaques XY. Donc, on a cette manière de faire qui, parfois, empêche la bonne propagation de ces informations-là. Donc, on le laisse dans le cadre éducatif académique, mais il y a tellement d'autres manières de faire. Et je pense que c'est en prenant en compte ces différentes manières de faire qu'on peut faire circuler ces idées et ne pas attendre que les gens aient soudainement envie de lire ou qu'un gouvernement comme le gouvernement Legault, qui est un gouvernement raciste, xénophobe et islamophobe, décide de parler de la manière dont la suprématie blanche a contribué à façonner le monde moderne. Tu sais? Et donc, on ne peut pas attendre après ça. On en fait quoi à partir de ce moment-là? Donc, c'est là que je pense qu'on rentre, on entre en jeu, on entre en scène. Oui, ben, je pense que le terme illusion est très bon, c'est-à-dire que pour bien des gens et le gouvernement en place, intégration rime avec assimilation. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu laisses tout à la porte, puis que tu t'assimiles à la vision que ces gens ont de la québécité, qui est une vision blanche, francophone et catholique. Et même si tu voudrais, tu le seras jamais complètement. Et donc, finalement, c'est comme si tu fais juste courir sur un tapis roulant, tu vois? Donc, tu as tout laissé tomber, tu as tout laissé à la porte, mais en plus de ça, tu ne seras jamais comme intégré à 100%, comme tu le désirais, tu vois. Et je pense à mon père qui est arrivé au Québec en 1970. Donc, ça fait plus de 50 ans qu'il est là. Et on lui dit encore, tu sais, nous, ici au Québec, c'est comme ça qu'on fonctionne. Tu vois, comme lui, il enseignait au cégep et les étudiants lui disaient, des jeunes étudiants de 18, 19 ans, lui disent, ouais, mais tu sais, nous, au Québec, il dit, mais hé, attends, je suis plus québécois que toi. J'étais là, t'étais même pas né 2 fois. Tu vois, j'étais là, tu sais, toutes les luttes, le PQ, j'étais là quand le PQ est né, là. Tu comprends? J'étais là lors des 2 référendums. J'ai tout vu ça, j'étais là. Et tu veux me dire comment le Québec fonctionne? Donc, dans l'esprit de bien des gens, dans la conscience et l'inconscience collective, souvent la québécité va rimer avec blanchité. Et le français va rimer avec blanchité aussi. Et donc, il faut sortir de cette vision passéiste du Québec, ce que j'appelle cette vision groutiste. Lionel Groulx et même les autres historiens avant lui, on pense à Benjamin Sult, à François-Xavier Garneau, qui avait cette vision liée à la notion de race, de pureté raciale. Donc, il faut sortir de cette vision passéiste du Québec pour nous regarder comme nous sommes aujourd'hui. Et ça revient au travail dont je parlais quand tu es métissé, tu as ce travail que tu dois faire pour mieux comprendre où tu te situes de point de vue local et planétaire aussi. Et je pense qu'on a ce travail-là à faire en tant que collectivité au Québec et se désengager de cette vision intimement liée à la blanchité. Merci Webster, merci pour la question aussi, Christian. Oui, Paul, tu veux intervenir? Ensuite, Sabrina. Mais je peux laisser commencer peut-être Sabrina avant. Sabrina, d'accord. Sabrina, on vous écoute. Merci, c'est gentil. Bonjour à tous. Je voulais dire, Webster, merci pour le travail incroyable que tu as fait en traduisant cet essai. Je voulais en fait rebondir un peu sur ce qui avait été dit pour que tu puisses nous définir un peu c'est quoi la blanchité au juste. On a parlé de blanchité, mais comment tu la définirais ou comment Mills la définirait? Merci. Oui, merci pour la question parce qu'en fait, la blanchité est un système de pouvoir qui d'abord a été lié au phénotype blanc. Donc, un pouvoir qui était des privilèges qui ont été accordés aux Blancs. Mais ce que Mills dit, il faut faire la différence entre blancheur et blanchité. La blancheur, le phénotype, la blanchité, le système de pouvoir. Parce qu'il y a des Blancs
qui militent contre la blanchité. Ce qu'il dit, c'est que lui, il les appelle les traîtres à la race ou les renégats blancs, c'est-à-dire que le contrat racial est un projet politique et on peut lutter contre. Et donc, les Blancs naissent avec leur nom sur le contrat racial et ça leur appartient de le biffer. Et à partir du moment où les gens militent contre le contrat racial, quand ils se positionnent contre, ben, ça leur permet de biffer leur nom. Ces renégats blancs. Et il donne des exemples comme ça, et on en connaît même à notre époque. Donc, c'est de faire la différence entre blancheur et blanchité. Et il y a des personnes racisées, des personnes non blanches, qui sont des chantres de la blanchité aussi. Donc, des personnes non blanches qui vont porter le projet de la suprématie blanche, qui vont porter le contrat racial en elles, lié intimement à ce conditionnement idéologique-là. Parce que pour faire le lien avec la question de Christian, si tu veux naviguer, être cautionné par le système, ben, ce que Mills dit, c'est que tu dois signer cette entente à mal interpréter le monde. Et donc, tu vis des choses, mais on te dit, François Legault te dit, il n'y a pas de racisme systémique, mais tu vas sortir et dire, il n'y a pas de racisme systémique. Mais dans ta chair, tu le sais, tu le sens, mais de point de vue épistémologique ou d'opportunisme tout simplement, ben, tu vas dire, tu sais quoi, il n'y en a pas. Et donc, la blanchité est ce système de pouvoir lié à la blancheur historiquement, mais qui peut être porté par des personnes racisées et qui doit être combattu par des personnes blanches. Merci, écoutez, merci pour vos questions. C'est ta faute, tu as su. C'est la faute de Mills. Merci pour le témoignage aussi, Louisa. Écoutez, toutes vos questions, c'est pratiquement une conférence en soi, là. Il faudra rajouter 1 heure de symposium pour la réponse. Mais je vais essayer d'y aller succinctement. Olga, concernant ta question en 3 volets, émotion, religion, éducation, je pense que notre manière de percevoir l'émotion dans le milieu académique, puis ça revient à la question, on en a parlé hier, je pense qu'effectivement, c'est dans cette manière très eurocentrée de voir la production et la transmission de connaissances qui est liée finalement à la manière dont l'Europe s'est construite d'un point de vue de conscience-inconscience liée à la philosophie. C'est-à-dire qu'il y a comme une division entre l'émotion, l'esprit et le matériel. On revient à Platon. Platon qui avait le monde des idées, puis le monde physique qui est finalement un peu la reproduction imparfaite de ces idées-là, eh bien, ça a continué à se construire de cette manière, ce qui fait que finalement, on a vu en Europe le monde de 2 manières. L'émotion, la raison, le spirituel, le physique, tandis que dans d'autres cosmogonies, partout ailleurs dans le monde, les 2 sont intégrées les unes dans les autres. Et donc, l'émotion fait partie de la réalité, l'esprit fait partie du physique aussi. Tu sais, on le voit dans la manière des Autochtones de voir les arbres, les rivières, les roches, les montagnes. Et donc, il y a d'autres manières de voir, de faire, de vivre le monde. Toutefois, avec la colonisation, l'Europe a imposé sa manière de voir, de vivre, de faire, que ce soit d'un point de vue politique, que ce soit d'un point de vue académique, philosophique. Et donc, on va associer la philosophie à la production de connaissances à l'Europe. Et comme je ne sais plus où je disais ça, mais quand ce sont des Européens, des Occidentaux, des Blancs, on va parler de philosophes. Quand c'est des personnes non blanches qui font ce travail intellectuel, on va dire ce sont des sages. On va parler des sagesses africaines, des sagesses autochtones, et on ne va pas parler de philosophie autochtone ou de philosophie africaine. Mais pourtant, c'est la même démarche intellectuelle de vouloir comprendre le monde. Et donc, mais ça, c'est un legs colonial aussi. Donc, c'est pour l'éducation aussi, je dirais, c'est un peu la même réponse. Pour ce qui est de la religion au Québec,
ben, on a acheté la religion dehors. Je pense que c'est intimement lié à la grande noirceur et au rôle qu'a joué la religion comme schème de contrôle social et comment c'était intimement lié à la politique aussi. À l'époque, la grande noirceur de Duplessis, tout ça, où le curé rentrait dans les maisons, on disait, bon, mais vous allez faire tant d'enfants, puis vous votez pour tel. Tu sais? Donc, le Québec a évacué la religion de son espace public et mental, mais il y a beaucoup de gens qui, en l'évacuant complètement, n'ont que cette vision de l'expérience québécoise de la religion. Donc, ne voient pas comment, autre part, les gens peuvent vivre la religion. C'est comme si tu es religieux, tu es niaiseux. Dans l'esprit de bien des gens. Donc, les gens ne comprennent pas qu'il puisse y avoir des personnes qui sont religieuses, mais qui ont une vision liée à la science ou XY. Donc, on veut complètement évacuer la religion. Puis, finalement, ça devient un autre schème d'exclusion des personnes. On pense à la loi 21 du gouvernement Legault. Ce qui me permet de faire le lien vers la question d'Yvette, la question de Marie, je vais revenir. Parce que, Yvette, tu parlais de la pénurie d'enseignants ici. Donc, des gens qui ont des diplômes qu'on n'engage pas et des femmes qui portent le hijab, qui portent le voile et qu'on n'engage pas. Il y a une pénurie d'enseignants et on est mieux ne pas avoir d'enseignants pour enseigner à nos jeunes qu'avoir une femme qui porte le hijab. Et donc, c'est pour voir comment, justement, cette vision du Québec eurocentré, blanche, francophone, catholique, est prégnante. Donc, on aime mieux que nos enfants aient moins d'enseignants que d'avoir une personne qui porte ce symbole religieux. Et à aucun moment, on a été témoin de prosélytisme. On nous dit, le prosélytisme, on ne veut pas. Mais en fait, finalement, on se coupe de la force vive et on utilise ces prétextes-là pour continuer à exclure les gens. Et donc, des gens qu'on a exclus en raison de la notion de race, qu'on exclut aussi en raison de la spiritualité, de la croyance, de la religion. Pour revenir à la question de Marie, comme je disais tantôt, la réponse est oui. Donc, le contrat racial est perpétué par les institutions scolaires, académiques, par les hôpitaux. Et Paul, tantôt, a nommé le cas de Joyce Echaquan. On peut en nommer bien d'autres. Et de là, l'importance, justement, d'y intégrer les savoirs autochtones, les savoirs autres, afin d'avoir des systèmes de guérison qui sont plus appropriés aux personnes, que des personnes puissent être servies dans leur langue aussi. Et là, on touche à la loi 96 du gouvernement Legault, où est-ce que tout doit être en français. Et donc, on coupe les gens de ressources, on les coupe de l'aide. Et encore une fois, ça permet de solidifier, d'asseoir la suprématie blanche et le contrat racial. Et je le répète, le gouvernement Legault est un gouvernement raciste, xénophobe et islamophobe. Et il nous a tellement donné de preuves, élection après élection, année après année. Et ce que je trouve déplorable, c'est que à chaque fois qu'il y a on est en campagne électorale, François Legault ou ses ministres vont tenir des propos racistes ou xénophobes à la télévision, à la radio. Et les médias ont de la difficulté même à le nommer comme tel. On va dire, elle s'est mis les pieds dans les plats en parlant d'immigration, au lieu de dire ce sont des propos xénophobes, au lieu de dire ce sont des propos racistes. Un commentaire suscite la controverse. Et donc, un système suprémaciste blanc qui se construit autour de la blanchité fait qu'il y a bien des gens qui ont de la difficulté à identifier quand c'est raciste, quand c'est xénophobe, quand c'est islamophobe. Pour faire le lien avec, ou du moins pour répondre à la question de Paul et des statistiques et des origines liées à la notion de race, je crois que c'est important parce que ça nous permet de chiffrer, ça nous permet d'avoir une image. Tu sais, pour Christian et Patrick, qui, comme moi, ont passé beaucoup de temps à Québec, vous connaissez la relation qu'on a eue avec la police de Québec.
Hein, comme combien de fois est-ce qu'on s'est fait intercepter, combien de fois est-ce qu'on a dû donner notre identité, donner nos cartes. On a fait une carrière en tant que profilé. Mais à aucun moment est-ce que ça a été enregistré. À aucun moment est-ce qu'il y a des statistiques qui sont sorties par rapport à ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, la police peut dire, oui, non, on n'en fait pas de profilage racial. Non, 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 tout le monde est content. Vous voyez, il n'y a pas de plainte. Vous voyez, il n'y a rien à la déontologie. Et donc, le fait de pouvoir cocher des cases nous permet par la suite de comptabiliser ces cases-là. Et je reprendrai, ou du moins je paraphraserai Ketanji Jackson, la juge de la Cour suprême afro-états-unienne, qui, quand la Cour suprême a invalidé l'affirmative action, l'action positive, elle dit « Ces gens nous ont exclus de la société liée à la notion de race. Donc, par la race, ils nous ont exclus de la société, mais elle ne veut pas nous faire re-rentrer en société par la race. » C'est-à-dire que c'est une notion qui a servi à l'exclusion, mais maintenant doit servir aux réparations, doit servir à la manière dont on va rééquilibrer la société. Et pour répondre au témoignage d'Elisa, je comprends ta réaction et à un moment donné aussi, on a des mécanismes de survie, c'est-à-dire qu'on doit survivre avant toute chose. On doit naviguer avant toute chose. On doit savoir comment se positionner nous-mêmes pour nous-mêmes avant même de ces réactions. Tu sais. Et après ça, comme tu l'as si bien dit, c'est toi qui as le fardeau de la preuve après. Et tout au long des 19e ou 20e siècles, on a vu des personnes racisées, dans ce cas-ci des Afro-Canadiens, qui sont passés devant les tribunaux pour combattre les pratiques ségrégationnistes. Des gens à qui on empêchait de s'asseoir au parterre dans les salles de spectacle et qui allaient devant les tribunaux pour combattre la ségrégation, le racisme. Et c'est eux qui avaient le fardeau de la preuve devant des juges qui trouvent ces pratiques normales, qui n'ont même pas la grille d'analyse pour comprendre en quoi est-ce que c'est fautif. Et donc, c'est à toi, après ça, de te défendre devant, admettons, peut-être des administrateurs, des administratrices, devant des policiers, devant un juge qui, finalement, se demande qu'est-ce qu'il y a de mal à toucher les cheveux et qui voudrait peut-être bien les toucher eux-mêmes. Et donc, voilà, j'ai essayé de faire... Ah oui, puis aussi, je ne sais plus, c'est Yvette qui parlait du discours raciste et néofasciste, et peut-être je pourrais finir là-dessus là, pour nous libérer tout le monde, ou si je ne sais pas si d'autres gens voudraient intervenir, Christian, Patrick, Paul, sur tout ça. C'est la montée des discours racistes et néofascistes sont intimement liés au contrat racial et à la manière qu'on a de vouloir contrer le contrat racial. Parce qu'on assiste en ce moment à des gens qui se lèvent contre le contrat racial, qui nomment la suprématie blanche. Et Mise le nomme dans la nouvelle préface pour l'édition du 25 ans. Il dit, en ce moment, on le voit partout. On l'a vu au Brésil, on le voit en France, on le voit aux États-Unis, on le voit en Hongrie, on le voit en Angleterre, on le voit au Canada, on le voit au Québec. Cette banalisation, cette normalisation du discours raciste est intimement liée aux gens qui se lèvent pour combattre le contrat racial. Parce que le contrat racial ne va pas se laisser juste éliminer comme ça. Et donc, les gens dont la vie est intimement liée, leur confort est intimement lié aux privilèges blancs, ben, je pense à nos chroniqueurs et chroniqueuses dans l'espace public, je pense à nos gouvernements, eh bien, ils ne peuvent pas juste laisser tomber leurs privilèges comme ça. Et donc, des gens dont le système a été construit autour de leur blanchité, ben, il y a une réaction. Parfois, ils ne savent même pas pourquoi ils réagissent. Il y en a que oui, il y en a que non. Mais on remet en question le système même, on remet en question la suprématie blanche, on remet en question ces privilèges-là. Et bien sûr, ça donne des gens qui se disent, ben, l'Amérique, c'était mieux avant. Make America Great Again. Ou encore, pour reprendre le slogan de campagne de François Legault, rendre la fierté aux Québécois. Et donc, les gens qui ont une vision d'un supposé passé doré, ben, ce passé-là, les femmes étaient dans la cuisine, les Noirs étaient dans les ghettos, puis l'homme blanc était au centre de la vie politique, économique et sociale. Et c'est ce qu'on est en train de vouloir renverser, c'est ce qui fait peur aux gens et c'est ce qui est intimement lié à la montée du fascisme et du racisme d'un point de vue planétaire.
d'un commun accord, envoyer un cœur à Webster, s'il vous plaît. Réaction, tout le monde ensemble, un cœur à Webster. Merci. Et voilà, voilà. Merci infiniment, cher Webster, pour ce livre monument. Mais ce livre monument traduit, je pense, par un citoyen monument également. Alors, on t'applaudit. Merci. Merci à vous. Puis merci à Christian, Patrick et Paul aussi pour vos interventions importantes. Merci à toi. Tu nous as aiguillés. Tu nous as bien aiguillés. Donc, tout à fait. ça coulait de source.